On peut l'apercevoir par une nuit claire, une pâle bande de lumière qui traverse le ciel, faible et silencieuse, comme quelque chose que l'univers aurait oublié de nettoyer. Votre cerveau l'aperçoit et la classe comme belle, lointaine, sûre. C'est la première erreur, car cette bande lumineuse n'est pas ce qu'elle paraît être. Et dès l'instant où l'on se penche réellement sur les chiffres, quelque chose change, pas de façon spectaculaire, discrètement, comme une porte qui se referme derrière vous avant que vous ne réalisiez qu'il est impossible de revenir en arrière. Alors, posons une question simple. Combien de temps faudrait-il réellement pour traverser la Voie lactée? Pas approximativement, pas poétiquement en fait, car la réponse ne décrit pas seulement une distance, elle décrit une limite. Et quand nous y arriverons, vous comprendrez pourquoi cette limite est bien plus permanente que ce que l'on admet généralement. Par une nuit claire, loin des lumières de la ville, on peut voir à l'œil nu environ 2500 à 3000 étoiles individuelles. Ça me paraît beaucoup. Notre galaxie en contient entre 100 et 400 milliards. Ce que vous voyez lors de la nuit la plus claire de votre vie, dans les meilleures conditions possibles, représente moins de 0,00001% de ce qui est réellement présent. Les autres sont trop éloignés, trop peu éclairés, ou enfouis derrière des murs de gaz et de poussière si épais que même nos télescopes les plus puissants ne peuvent pas les traverser complètement. Et cette bande lumineuse ne paraît pas énorme parce qu'elle est proche. Cela paraît ainsi parce que votre cerveau ne peut pas traiter ce qu'il mesure réellement. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 à 200 000 années-lumière. Une année-lumière équivaut à environ 5,9 billions de kilomètres. La Voie lactée n'en fait pas partie, ni de ces 10, ni de ces 100 000. Jusqu'à 200 000. Voici une comparaison qui devrait vous glacer le sang. Si l'on réduisait la Voie lactée à la taille des États-Unis continentaux, d'une côte à l'autre, notre système solaire tout entier, le Soleil, la Terre, toutes les planètes que nous avons visitées, toutes les sondes que nous avons lancées, seraient plus petits qu'un seul grain de sable. Invisible à l'œil nu, invisible à la loupe, disparu. Complètement disparu à l'intérieur du continent. Et cela ne s'arrête pas là. La Voie lactée n'est pas un disque plat et simple sur lequel on pourrait rouler. C'est une structure, une spirale rotative avec des bras qui s'enroulent vers l'extérieur, sur des centaines de milliers d'années-lumière, enveloppée dans un halo de matière sombre si vaste et si invisible que nous ne pouvons la détecter qu'en mesurant comment elle courbe la gravité autour d'elle. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas y toucher. Nous ne savons qu'elle est là que par son impact sur tout le reste. Nous nous trouvons actuellement à l'intérieur de cette structure, à environ 25 000 années-lumière du centre, enchâssée dans l'un de ses bras spiraux extérieurs, et transportée autour du noyau galactique à environ 515 000 miles par heure. Ce n'est pas un choix. C'est précisément là où nous en sommes. Et même à cette vitesse, une orbite complète autour du centre de notre galaxie prend environ 225 millions d'années. Nous n'avons jamais bouclé un tour. Pas une seule fois dans toute l'histoire de notre espèce. C'est ce que nous demandons à propos du passage à niveau. Alors, essayons. Soyons aussi généreux que possible. Prenons ce que l'humanité a de meilleur à offrir et dirigeons-le directement vers ce problème. Voyager un voyage depuis 1977, près de 50 ans dans l'espace. À l'heure actuelle, c'est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Il se déplace à environ 37 000 miles par heure. À 37 000 miles par heure, pointant directement à travers la Voie lactée, voyageant sans s'arrêter, sans jamais ralentir, sans jamais tomber en panne. Pour l'ensemble du voyage, il faudrait environ 1,7 milliard d'années pour atteindre l'autre côté. Pas 1 million, 1 milliard. Allons plus vite. La sonde Juno a brièvement atteint une vitesse d'environ 165 000 miles par heure lors de son approche de Jupiter. Plus de 4 fois la taille de Voyager, et toujours sans intérêt. La sonde solaire Parker détient actuellement le record de vitesse pour un objet jamais construit par l'homme. Il utilise l'attraction gravitationnelle du Soleil comme une fronde, en effectuant des boucles de plus en plus serrées
jusqu'à atteindre des vitesses allant jusqu'à 430 000 miles par heure. 430 000 miles par heure. La chose la plus rapide que nous ayons jamais fabriquée. À cette vitesse, sans interruption, sans retard, sans dysfonctionnement, sans correction de trajectoire, à travers la Voie lactée d'un bord à l'autre, le voyage prend environ 300 millions d'années. Et cela, en supposant que rien ne tombe en panne, que rien ne se casse, que rien ne dévie de sa trajectoire pendant 300 millions d'années. Il y a 300 millions d'années, les premiers dinosaures n'étaient pas encore apparus. Les continents ne ressemblaient en rien à ce qu'ils sont aujourd'hui. Les ancêtres de tous les êtres vivants sur Terre commençaient à peine à ramper sur la terre ferme. Voici ce qui aggrave encore la situation. La sonde solaire. Parker atteint sa vitesse maximale uniquement parce qu'elle tombe vers le Soleil, en utilisant la gravité comme accélérateur gratuit. Dans l'espace interstellaire ouvert, cet avantage disparaît complètement. Il n'y a pas d'étoile autour de laquelle se propulser. Rien ne vous pousse à aller de l'avant. La vitesse de lancement est celle que vous conservez, sauf si vous brûlez du carburant pour accélérer, ce qui implique de transporter ce carburant, donc une masse plus importante, et par conséquent, une quantité de carburant supplémentaire nécessaire pour déplacer cette masse, ce qui aggrave le problème avant même le début de la mission. Cette estimation de 300 millions d'années n'est donc pas un plafond. Pour un vaisseau voyageant par ses propres moyens dans l'espace, c'est un cas plus proche du scénario idéal. Le chiffre réel, qui tient compte de la physique de la propulsion soutenue sur des distances interstellaires, est encore plus alarmant. Pas légèrement pire, nettement pire. C'est la meilleure technologie que nous ayons appliquée à ce problème. Ce n'est pas suffisant, loin de là. Mais il existe une autre option. Et pendant un instant, on dirait presque une issue. Rien n'ayant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Non pas parce que nous n'avons pas encore résolu le problème d'ingénierie, mais parce que l'univers ne le permettra pas. Accélérer un objet doté d'une masse à la vitesse de la lumière nécessite une énergie infinie. L'énergie infinie n'existe pas. Il ne s'agit pas d'une lacune dans nos connaissances. Ceci est une déclaration de l'univers lui-même. Mais essayons d'aller aussi près que les lois de la physique le permettent. Imaginons que nous construisions un vaisseau spatial capable de voyager à 99,99% de la vitesse de la lumière. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein nous explique que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Plus vous vous déplacez rapidement, plus le temps passe lentement pour vous par rapport aux personnes qui restent immobiles. Il ne s'agit pas d'une théorie au sens spéculatif du terme. Cela a été mesuré. Les horloges atomiques à bord des avions fonctionnent légèrement plus lentement que les horloges identiques au sol. L'effet est réel. À 99,99% de la vitesse de la lumière, le facteur de ralentissement du temps est d'environ 700. Cela signifie que pour 700 ans qui s'écoulent sur Terre, seulement un an s'écoule à bord du vaisseau. Si on applique cela à la traversée de 200 000 années-lumière, l'équipage subit environ 285 ans de temps de voyage, et non 200 000 ans. 285. Il existe également un deuxième effet appelé contraction de longueur. À une vitesse proche de celle de la lumière, la galaxie elle-même semble se comprimer dans la direction du déplacement, du point de vue de l'équipage. Ce qui apparaît comme une distance de 200 000 années-lumière depuis la Terre ne représente que quelques centaines d'années-lumière pour les personnes à bord. L'univers se remodèle physiquement autour du mouvement. Mais voici ce que cela implique réellement. Pour atteindre 99,99% de la vitesse de la lumière, il faut accélérer en continu. Un vaisseau qui accélère à un rythme confortable pour un équipage humain, à peu près équivalent à la force d'attraction terrestre, mettrait environ 1 an pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Cela semble gérable. Ce que cela ne prend pas en compte, c'est le carburant. À mesure qu'un vaisseau accélère et se rapproche de plus en plus de la vitesse de la lumière, sa masse effective augmente. Plus la masse est importante, plus il faut d'énergie pour la déplacer plus vite.
Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus chaque fraction de pourcent supplémentaire coûte d'énergie. L'énergie requise n'augmente pas de façon linéaire. Elle forme une courbe abrupte vers le haut. Et près du sommet, elle devient presque verticale. Atteindre 99,99% de la vitesse de la lumière nécessiterait une quantité de carburant tellement énorme qu'aucune source d'énergie ou système de stockage connu ne peut à lui seul la fournir. Sur le papier, cela ressemble à une solution. Non. Parce que nous n'avons pas parlé de l'impact réel du voyage sur le navire. Et aux personnes qui s'y trouvent. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient du gaz, des atomes errants et des particules de poussière occasionnelles. À faible vitesse, ces particules traversent ou contournent un vaisseau spatial sans conséquence. À 99,99% de la vitesse de la lumière, ils ne le font pas. À cette vitesse, un seul atome d'hydrogène, la particule la plus commune de l'univers, percute le vaisseau avec l'énergie d'une balle de fusil de haute puissance. Non pas occasionnellement, mais constamment, chaque seconde, pendant toute la traversée. Une particule de la taille d'un grain de sable frappe avec la force d'une arme nucléaire. Tout blindage suffisamment épais et dense pour l'arrêter serait si lourd que l'énergie nécessaire pour l'accélérer à une vitesse proche de celle de la lumière deviendrait physiquement impossible à générer. Et tout blindage usé par des siècles d'impact de particules pourrait céder sans prévenir au beau milieu de l'espace interstellaire, où aucune réparation ni aucun sauvetage ne sont possibles. Sans protection parfaite, les radiations seraient à elles seules mortelles. À ces vitesses, la lumière provenant des étoiles situées plus loin est comprimée et son énergie est décalée vers le haut. La lumière visible des étoiles devant le vaisseau se transforme en rayonnement ultraviolet, puis en rayon X, puis en rayon gamma. L'avant du vaisseau spatial serait baigné de radiations qui tueraient les membres d'équipage non protégés en quelques minutes. Et puis, il y a le temps. Même compressé à 285 ans du point de vue de l'équipage, cela représente plus de 10 générations humaines. Personne ne survit au voyage en montant à bord du navire. Nous naissons et mourrons tous en transit. Et sur Terre, pendant que s'écoulent ces 285 années-navires, 200 000 années réelles passent. Tous ceux qui ont assisté au lancement sont morts en quelques décennies. Toutes les civilisations ayant financé la mission ont disparu en quelques siècles. Toute l'histoire écrite de l'humanité tiendrait dans une fraction du temps qui s'écoule sur Terre pendant la traversée du navire. Réfléchissez à ce que cela signifie pour la mission elle-même. Les personnes à bord de la 3e génération n'ont jamais vu la Terre. Ils sont nés sur un navire, ils ont grandi sur un navire et ils mourront sur un navire. Leur compréhension de la mission, de son but, de sa destination, de son origine, n'existe qu'à travers les documents et la culture que la génération précédente a réussi à préserver et à transmettre fidèlement. Et cette transmission de connaissances, sur 10 générations, sans contact extérieur, sans correction, sans réapprovisionnement, introduit son propre risque cumulatif. Les cultures évoluent. Les priorités changent. Les enregistrements se dégradent. Ce qui commence comme une mission d'exploration pourrait, après 2 siècles d'isolement, devenir quelque chose que l'équipage d'origine ne reconnaîtrait plus. Chaque problème que vous essayez de résoudre en crée un nouveau. Un meilleur blindage implique une masse plus importante. Plus de masse signifie plus d'énergie pour accélérer. Plus de carburant signifie une masse encore plus importante. Plus de générations à bord signifie plus de nourriture, plus d'air, plus de ressources, plus de systèmes qui doivent fonctionner parfaitement pendant des siècles sans pièces de rechange ni assistance extérieure. Les contraintes ne s'annulent pas mutuellement. Ils s'aggravent. Et il reste une contrainte que nous n'avons pas encore abordée, celle qui rend tout le reste insignifiant. Parce que cela ne ralentit pas la mission. Cela met fin à toute possibilité de retour. Il y a un moment dans ce voyage dont on ne parle presque jamais. Cela se produit tôt, relativement tôt dans le contexte de la traversée complète. Il existe un seuil, à partir duquel l'énergie nécessaire pour décélérer, inverser le cap et revenir sur Terre
dépasse la capacité de carburant que n'importe quel navire pourrait physiquement embarquer. Non pas parce que la technologie est insuffisante, parce que les calculs rendent cela impossible à ces vitesses et sur ces distances. À partir de ce moment-là, le retour n'est plus une décision. Cela devient physiquement impossible. L'équipage choisit de ne pas continuer. Ils n'ont tout simplement pas d'autre choix. La mission devient irréversible, non pas comme un moment dramatique, mais comme une conséquence silencieuse de la vitesse, du carburant et de la arithmétique impitoyable de l'espace profond. Et cela ne fait qu'empirer les choses. Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière. Si le vaisseau voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, dans la même direction que ses transmissions vers la Terre, ces signaux mettent presque autant de temps à atteindre la Terre que le voyage lui-même. Les réponses aux premières transmissions ne parviendraient pas au vaisseau avant des dizaines de milliers d'années. Dès le début de la mission, l'équipage se retrouve complètement seul. Il n'y a pas de centre de contrôle des missions. Il n'y a pas de correction de cap possible depuis le sol. Il n'y a pas de signal d'abandon. Ce que ce silence signifie réellement mérite qu'on s'y attarde un instant. Toutes les missions spatiales de l'histoire humaine ont dépendu d'une communication continue. Lorsque la mission Apollo 13 a perdu un réservoir d'oxygène à 320 000 km de la Terre, les ingénieurs au sol n'ont eu que quelques heures pour trouver une solution. Lorsque les rovers martiens rencontrent des problèmes, des équipes de spécialistes passent des jours à effectuer des simulations avant d'envoyer la moindre commande. Cette infrastructure, cette capacité à diagnostiquer, corriger et s'adapter de l'extérieur disparaît entièrement lors d'une traversée à une vitesse proche de celle de la lumière. La décision finale revient à la personne qui se trouve à bord du navire. Chaque panne du système est résolue grâce aux composants embarqués. Il n'y a pas d'appel à l'aide. Il n'y a pas lieu d'attendre une réponse. Le vaisseau et son équipage deviennent, dès le début, totalement autonomes et totalement isolés, d'une manière qu'aucune mission humaine n'a jamais connue. Un simple vaisseau, quel que soit son système de lancement, et le silence absolu de l'espace interstellaire. Chaque solution révèle une contrainte plus profonde. Chaque contrainte crée un nouveau problème. Chaque nouveau problème rend la solution précédente obsolète. Et sous tout cela, la distance reste inchangée, immobile, indifférente. Voici donc la véritable réponse. Le nombre n'est pas la réponse. 300 millions d'années avec nos meilleures technologies, 285 ans de temps de voyage en vaisseau, avec des déplacements à une vitesse proche de celle de la lumière et la dilatation du temps, 200 000 ans du point de vue de la Terre, indépendamment de ces deux facteurs. Ce sont des chiffres réels. Elles sont scientifiquement exactes. Mais aucune de ces solutions n'est la réponse. La réponse est la suivante. On ne peut pas traverser la Voie lactée de la manière dont la question le suggère. Car la traversée exige de survivre à des radiations mortelles, à un blindage qui rend toute accélération impossible, à des besoins en carburant qui s'accumulent à chaque étape, à un point de non-retour qui arrive bien plus tôt que la plupart des gens ne le pensent, et à une rupture avec la Terre si totale que la civilisation qui vous a lancé n'existerait plus sous aucune forme reconnaissable au moment où le voyage s'achèverait. Le problème n'a jamais été la distance. C'était l'effet que la distance, à cette échelle, a sur tout le reste. Au temps, au corps, à la mission, à la possibilité du retour. Et une fois ce seuil franchi pour une mission de ce type, sa réalisation ne devient pas plus difficile. Il devient impossible de revenir en arrière. Nous vivons sur un grain de sable à l'intérieur d'une galaxie, qui est elle-même l'une des quelques 2000 milliards de galaxies que compte l'univers observable. Notre machine la plus rapide met 300 millions d'années, rien que pour traverser celle que nous habitons. Et les lois physiques, qui permettraient de raccourcir ce voyage pour un équipage, effaceraient silencieusement 200 000 ans d'histoire de la Terre au cours du processus. Ce n'est pas un nombre. C'est la limite de ce que nous pouvons faire. Et pour l'instant, nous en sommes très loin.